Tiens. Bonsoir, et nous voici sur le plateau de Et l'Europe Bordel, sur les canapés rouges. Bienvenue à tout le monde. Bonsoir Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir. Alors en fait c'est la première émission, la première série des invités politiques pour Et l'Europe Bordel. Je vous en avais parlé déjà à plusieurs reprises en fait, que j'ai lancé beaucoup d'invitations auprès des têtes de liste et même en compte des états-majors des campagnes électorales. Et donc Debout la France en fait va ouvrir le bal des invités des listes pour les européennes. J'ai pour l'instant déjà deux autres invités qui sont confirmés. Je ne vais pas trop vous en dire plus parce que pour l'instant, si jamais il y a des défections, je ne voudrais pas poser de problème. Mais par contre, vous pouvez noter les dates. Ce serait le 11 avril et le 25 avril avec donc des candidats pour les prochaines élections européennes. Michel Drucker, mais oui, ce sont les canapés rouges. On a des modèles politiques. Au futur, Yannick Jadot. Alors oui, Yannick Jadot, effectivement, était venu en septembre dernier, tête de liste LV déjà à l'époque. Mais bon, c'était il y a longtemps et c'était pas la même série. C'était une émission que n'a pas eu de nous rôder par ailleurs. Et d'ailleurs, je le remercie à nouveau d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Je vous remercie, avant de commencer cette émission, nos amis Raphaël et Thibaut qui ont préparé ce plateau au dernier moment parce qu'on a pu confirmer la présence de Debout la France. Ça a été un peu rock'n'roll, je ne sais pas ces détails, mais en tout cas, je suis ravi de pouvoir accueillir donc Jean-Philippe Tanguy. Donc rebonsoir. Rebonsoir, merci de votre invitation. Et merci d'avoir pu venir, et même si effectivement ça s'est fait rapidement, donc je vous présente vite fait, mais je pense que vous pourrez compléter. Alors, sur la fiche que j'ai prise sur votre site, là, puisque la liste a été présentée ce matin de Debout la France, les 23 premiers, vous êtes qualifié de, alors je mets des guillemets, lanceur d'alerte sur le dossier Alstom. Donc peut-être qu'on pourra commencer, vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc visiblement, donc là, vous êtes actuellement, professionnellement parlant, directeur de cabinet à l'agglomération du Val d'Hier. Ah, ça c'était avant. C'était avant. J'étais attaché parlementaire depuis la réélection de Nicolas Dupont-Aignan comme député en 2017. Ok. Puisqu'avec la fin du cumul, il n'était plus président de l'agglomération. D'accord. Ah ok, fiche LinkedIn à mettre à jour alors. Ah, ça c'est possible. D'accord, donc toujours fidèle par contre à Nicolas Dupont-Aignan. Ah oui, tout à fait, depuis 7 ans. 7 ans, okay. Oui. 7 ans que vous êtes adhérent 7 ans, voilà, j'ai tout fait en même temps. Enfin, j'étais un peu adhérent, j'étais sympathisant avant et j'ai été adhérent en même temps en 2012. D'accord, donc je rappelle le principe, vous posez les questions dans le chat et je les relais à Jean-Philippe. Mais là, comme je ne vois pas encore, je vais comment on en vient à adhérer à Debout la France, ou à, je sais pas, à l'époque c'était encore Debout la République. C'était Debout la République jusqu'en 2015. En fait, la raison est dans l'intitulé que vous mettiez entre guillemets, lanceur d'alerte sur Alstom. En fait, moi je viens d'une famille gaulliste, donc j'avais de sympathie et je soutenais Debout la République et Nicolas Dupont-Aignan de manière citoyenne. Mais en fait, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, alors j'ai fait plusieurs expériences, notamment au Japon, j'ai travaillé pour Hitachi. Puis en revenant en France, j'ai travaillé pour General Electric, l'entreprise, la multinationale américaine, et j'étais au cabinet de la présidente de la succursale en France, Madame Clara Guémard. J'ai travaillé 3 ans pour elle. Et dans les derniers mois, comment vous dire, les discussions, les premiers contacts entre Alstom et l'entreprise Alstom française et General Electric ont commencé en secret. Avant le rachat. Absolument, bien avant le rachat, 2 ans avant en fait, pour des raisons d'ailleurs qui ont été démontrées ensuite par le rapport sur la commission d'enquête parlementaire sur ce sujet, mais aussi des témoignages comme celui de M. Pierucci, un cadre d'Alstom qui a sorti un livre assez important qui s'appelle « Le piège américain » au début d'année. Les discussions ont commencé bien avant, et donc moi je trouvais inacceptable qu'un Américain, qu'une entreprise américaine puisse racheter une entreprise aussi importante et stratégique qu'Alstom, surtout dans des conditions très troubles, plus que troubles, avec, on peut le dire, de la corruption en jeu, du trafic d'influence, et surtout la trahison des intérêts des Français. Je pense qu'on en reparlera avec l'Europe si on parle de transition énergétique. On ne peut pas faire de transition énergétique si on ne maîtrise pas les technologies qui permettent de le faire souverainement. Il faut rappeler qu'Alstom, ça fait des éoliennes, Absolument. Des panneaux solaires, je ne sais pas, peut-être. Non, panneaux solaires, non. Beaucoup de turbines de toutes énergies, des éoliennes, surtout la gestion de notre parc de centrales nucléaires et de notre parc de barrages hydrauliques, qui à eux deux assurent le mix énergétique le moins polluant, un des moins polluants d'Europe, et le moins polluant des grands pays industrialisés. Et donc,
À partir du moment où je n'ai pas accepté ça, j'ai tenté d'alerter plusieurs responsables politiques et force de constater qu'il n'y a que Nicolas Dupont-Aignan qui m'a cru. Il n'y a que Nicolas Dupont-Aignan qui a voulu m'aider à combattre ce pillage d'Alstom, même si malheureusement on n'y est pas arrivé. Et depuis, je ne l'ai pas quitté. D'accord. Ok, très bien. Il y avait une première question de Jésus du Ciel qui est qu'est-ce qu'attend Debout la France de ces élections européennes? On a ces élections européennes, c'est un moment vraiment historique et c'est pas galvaudé. Vous savez, en 2005, quand par référendum les Français et les Hollandais ont refusé la Constitution européenne, ces deux peuples étaient seuls en Europe. C'est-à-dire que finalement, il n'y avait qu'eux qui voulaient faire un autre projet européen, engager une autre voie, sans doute vers l'Europe des nations. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a Emmanuel Macron qui est seul en Europe et partout à travers l'Europe, au contraire, les forces démocratiques, vraiment démocratiques, c'est-à-dire celles qui pensent que la démocratie nationale doit primer sur la supranationalité de la Commission européenne, sont soit majoritaires, soit très forts dans plusieurs pays. Et nous avons créé une coalition que nous avons présentée le 28 février dernier, qui est la plus grande coalition de l'histoire du Parlement européen, réunissant tous les partis, 24 nationalités. C'est aussi grand que l'équivalent à droite du Parti populaire européen, qui est représenté en France par les Républicains. Okay. Et c'est la première fois qu'il y a une coalition souverainiste, nationale, patriote, sur l'Europe des nations, qui peut devenir le premier groupe qui devrait au Parlement européen. Former un groupe politique. Qui formera ensuite un groupe, et qui pourra être le premier groupe. Vous avez qui dans les autres pays, juste comme ça, dans les gros pays? Dans les très gros, évidemment, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, il y a la Pologne. En Allemagne, ce sont un parti qui était en fait l'AfD, vous connaissez l'AfD, qui est Alternative for Deutschland. En fait, la première partie de l'AfD, qui étaient les économistes qui étaient critiques sur les institutions européennes et l'euro, qui ensuite ont quitté l'AfD, ont créé un parti. Donc il y a 5 eurodéputés aujourd'hui. Ok. En Pologne, c'est le parti au pouvoir, le PIS. Le PiS, d'accord. En Finlande, ce sont les Finlandais, alors ce qu'on traduit vrai finlandais, mais en fait ça veut dire les Finlandais de bon sens. Quand on discute avec eux, qui étaient au gouvernement, qui étaient dans la coalition de gouvernement, nous avons le Parti populaire suédois, qui est le deuxième parti de Suède, les démocrates suédois, avec qui on travaille depuis maintenant 10 ans. C'est pas vous les plus gros de cette coalition, en fait? Non, non, les plus gros aujourd'hui sont les Polonais. C'était pour voir. Hein. Ah oui, absolument, non. Ah non, alors ce seront aux électeurs de décider de la taille de la délégation qu'on enverra au Parlement européen. Les plus gros pays, c'était aussi le groupe des conservateurs britanniques. C'est vrai. Donc en fait, il y a presque tous les pays, et je vais vous dire, même, on a des discussions avec d'autres pays, moi je pense qu'on arrivera à presque la totalité des pays de l'Union européenne, sauf Malte, où c'est vrai que sur Malte, on n'a pas de partenaire. Et je pense qu'on n'en aura pas, mais je crois qu'on pourra se passer de Malte d'une manière générale, et en particulier ici. D'accord, merci. Donc, oui, je fais une parenthèse, hein, il y a des groupes politiques au Parlement européen, et donc il y a le Parti populaire européen, le PPE, qui est un parti, mais qui est aussi un groupe, les socialistes européens, donc le groupe n'est pas exactement le même, hein, il y a aussi des apparentés, il y a les Verts européens, il y a la gauche unitaire européenne, la GUE, NGL. D'accord. Donc vous avez et c'est très important parce que là, ces années. Voilà, c'est très important parce que si vous voulez, on peut être il y a des partis contestataires qui ont été les premiers en France, qui ont gagné les élections européennes. Et vous pouvez gagner les élections en France si au Parlement européen vous êtes tout seul ou que vous avez une coalition trop faible, vous ne pouvez rien changer. C'est vrai. Donc c'est très important. Je sais que l'élection européenne ne va pas se faire sur la question du groupe évidemment, mais il est très important quand même que les électeurs sachent que cette fois, il y a un groupe qui est capable de renverser le pouvoir au Parlement européen. C'est vraiment possible. D'ailleurs, ils sont très inquiets à Bruxelles. Ce sont les premiers inquiets. Ils sont très inquiets que le pouvoir change. Donc là, vous avez simplement l'ambition d'être majoritaire au Parlement européen. Absolument, complètement. Majoritaire, non. Il ne faut pas mentir. Nous, on ne ment jamais. On raconte jamais de sottises. C'est l'élection européenne dans tous les pays européens. C'est une élection proportionnelle. Alors, c'est une logique qu'effectivement en France on connaît mal, puisque malheureusement on a un système majoritaire qui fait que tous les partis tous les courants d'opinion ne sont pas justement représentés à l'Assemblée nationale, et que le parti qui arrive à jouer du système majoritaire a un nombre de députés complètement disproportionné par rapport à sa force réelle dans le pays, et qu'inversement, des forces politiques, comme Debout la France, on représente bon an, mal an 5% des voix, et on a un député. Ah oui, mais il faut voir le nombre de députés du Front National. Voilà, le Front National, c'est pareil, Rassemblement National, c'est pareil, là, Mélenchon, les Insoumis, c'est pareil, les Verts, c'est pareil, puisque les écologistes sont un vrai courant en France, et il n'y a plus aucun député à l'Assemblée nationale écologiste. Donc c'est un système et donc le système européen, lui, est proportionnel, et donc aucun parti, groupe ne peut prendre le pouvoir seul. Il faut faire des coalitions.
au Parlement européen. Aujourd'hui, depuis maintenant 30 ans, et c'est un vrai problème, le Parlement européen est co-géré en permanence par le PPE, le centre droit, on va dire, la droite fédéraliste, et les sociodémocrates. Ils se partagent le pouvoir. Hein. La Commission européenne, ils mettent des sociodémocrates, des PPE, des libéraux. Ensuite, le Parlement européen, là même pour ce mandat-là, ils se sont partagés le mandat en deux. La première moitié, le président du Parlement a été socialiste. La deuxième moitié, c'était un point du PPE. Bref. Oui, c'est une cogestion qui est une cogestion depuis permanente. Au moins les années 80. Exactement. Mais qui n'assume pas électoralement. C'est-à-dire qu'en France, et là, c'est la première fois qu'on va avoir des débats télévisés avec les têtes de liste. Alors, non, la dernière fois, en fait. La dernière fois, il y en a eu un en 2014, mais il y avait certains qui étaient invités, pas d'autres. Et nous, notamment, n'étions pas invités. Et il y avait une grande confusion, parce qu'en 2014, le scrutin était par grande région. Oui, comme en 2004. Depuis 2004, c'est l'UMP à l'époque qui a créé ça. Or, c'est une grande confusion, parce que, en fait, par exemple, l'UMP qui n'a jamais eu, qui n'a plus de ligne directrice sur l'Europe, hein, ou le Parti socialiste, pareil, qui est complètement paumé sur les questions européennes. Enfin, en fait, ils font souvent le contraire, une fois élus, de ce qu'ils promettent en campagne. Avoir plein de régions, ça leur permettait de distribuer des places à tout le monde et d'avoir, pour l'UMP, M. Lamassoure en Ile-de-France, qui était fédéraliste, et dans l'Est, Mme Morano, qui était plus eurocritique. Et donc, arrivé au débat, en fait, il n'y avait pas de débat, puisqu'il y avait toutes les lignes possibles, imaginables. Là, il y a une tête de liste qui assume une ligne, et nous, on va être capable de montrer aux électeurs qui dit la vérité par rapport à ce qu'il faut au Parlement européen. D'accord. Alors, j'en profite pour remercier Fimat et Scobir pour leur abonnement. Voilà, c'est la tradition. Merci à vous deux et à Fandam aussi. Merci, c'est cool. 15e mois, c'est bien, la fidélité. Il y avait une question de Ecladus. En tant que souverainiste, qu'est-ce qui vous différencie d'un parti comme l'UPR ? C'est très simple. Nous ne sommes pas d'accord sur les relations qu'on veut faire avec l'Union européenne, enfin avec le projet européen. L'UPR, et je le respecte, sont contre le projet européen. C'est pour dire, eux, le projet européen, enfin je ne vais pas parler à leur place, ils viendront se défendre eux-mêmes, mais nous, enfin, ce qu'on considère en tout cas, c'est qu'eux, ils sont contre le projet européen et qu'ils veulent sortir de l'Union européenne par l'article 50, qui est l'article qui est utilisé en ce moment par le Royaume-Uni. Oui. Et c'est intéressant parce que nous avons toujours dit à l'UPR que cet article 50 n'était pas le bon pour régler le sujet européen. C'est plutôt comme la France insoumise, en sortir des traités. Oui, mais juste l'explique, c'est intéressant l'article 50 parce que souvent sur Internet notamment, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Et on voit bien en fait que quand vous activez l'article 50, c'est ce qu'on disait, c'est l'Union européenne qui donne les conditions pour lesquelles vous partiez. Et il arrive ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire ce sont ceux que vous voulez quitter qui disent comment vous partez. Si vous faites ça avec votre femme ou votre mari, si vous voulez quitter et que c'est lui qui décide comment ça va se passer, vous allez peut-être avoir du mal à quitter la maison. Oui, c'est tout le problème. Bon, l'Europe, elle sait ce qu'elle veut là aujourd'hui, alors que le Royaume-Uni, ne sait pas. Surtout qu'on veut vous punir. Bon. Donc première, on pourra en revenir, on pourra revenir là-dessus, mais nous on considère que malheureusement la Commission et les fédéralistes veulent punir le Royaume-Uni d'avoir choisi de partir. Mais ça, on pourra en discuter, il n'y a pas de problème. Et nous, on n'est pas pour quitter l'Union européenne à tout prix. On pense qu'il est possible, et c'est pour ça que je vous parlais de la coalition, de la réformer de l'intérieur et de changer les traités. Nous, on ne veut pas détruire le projet européen. On considère, nous, vous savez, on est les héritiers de quelqu'un comme Philippe Séguin, Charles Pasqua. C'est-à-dire la pensée gaulliste veut, et debout la France est un parti gaulliste, qu'on construise une Europe des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez l'Europe actuelle qui est une Europe supranationale. Vous avez une autorité, la Commission, qui impose sa loi aux démocraties nationales. Et nous, c'est l'inverse. Malgré les conseils de l'Union européenne avec justement les chefs d'État ou les ministres? Absolument, parce qu'en fait, et surtout c'est d'autant plus vrai quand vous avez 28 pays ou 27, ce conseil réunit 27 chefs d'État, de gouvernement, et donc il n'y a forcément pas de consensus possible. En face, ils ont une Commission européenne qui a quand même l'initiative législative, et en fait vous avez 27 avis différents contre une autorité qui a un avis. Et dans ce cas-là, c'est toutes les organisations humaines, ça fonctionne comme ça. Quand vous avez un avis fort contre 27 différents, celui qui est l'avis fort remporte la mise. Et en fait, c'est lui qui dirige. C'est ce qu'expliquait Philippe Séguin dans son célèbre discours contre Maastricht en 1992. Et donc c'est pour ça que la Commission européenne a pris le lead, a pris la domination de la construction européenne et impose des directives qui ne sont pas forcément voulues par les États. Et nous, ce qu'on propose, au contraire, c'est que les démocraties nationales reprennent la primauté.
Et notamment, on veut la suppression de la Commission européenne. Carrément, donc ça répond à la question de Chivenko qui demande quel est le projet européen de Debout la France. C'est finalement revenir à une époque où simplement les nations, les États-nations se font des accords bilatéraux les uns entre les autres. Alors non, c'est pas des accords bilatéraux, parce qu'il y a quand même un ensemble multilatéral, c'est l'ensemble européen. C'est pas revenir à une époque, c'est revenir à un modèle qui marchait. Si on prend souvent, objectivement, qu'est-ce qui a marché dans l'Europe? Si je pense, les internautes veulent réagir, ils citeront sans doute Airbus, ils citeront sans doute Arianespace, ils citeront sans doute le programme Erasmus. Ces 3 programmes-là sont des programmes du modèle Europe des Nations. Ce sont des programmes qui datent d'avant 1992. Depuis 1992, il n'y a pas eu de nouvelle Airbus, il n'y a pas eu de nouvelle Arianespace. Il y a eu Schengen. Ah bah, Schengen, nous, on ne considère pas que ça a marché. Alors là, on pourrait revenir, mais pour nous, ça n'a pas du tout marché. On ne considère pas du tout que ce soit un projet qui réussit. Nous, notre modèle, c'est vous avez les États qui coopèrent ensemble dans une construction européenne, et l'Europe doit se concentrer uniquement sur les sujets qu'aucun pays européen ne peut faire seul. Donc un marché unique comme l'Amérique du Nord, c'est ça? Un marché unique, mais c'est surtout des projets. C'est-à-dire, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui? Si on est fort ensemble, c'est pour relever les grands défis du XXIe siècle, notamment face aux États-Unis et la Chine. Donc c'est faire des grands projets industriels, c'est faire des grands projets de recherche, c'est faire la transition énergétique, c'est mettre en place un projet de co-développement avec l'Afrique pour qu'on puisse se développer paisiblement, chacun de son côté, et que les immigrés n'aient pas plus besoin de venir en Europe. C'est ça les défis du XXIe siècle. C'est pas de faire un règlement sur les pommes ou de mesurer la taille des lunettes de toilette. Ah oui, il y a toujours cette caricature justement, mais... c'est pas une caricature, malheureusement, c'est ce qu'ils font. Les normes, c'est aussi une protection des consommateurs. Oui, mais si vous voulez la protection... Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est pas juste by the way, quoi. Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, ils s'occupent pas de co-développer l'Afrique. Ils s'occupent pas de faire des grands projets. On l'a encore eu avec la fusion pour le ferroviaire, Siemens-Alstom. L'Union européenne, au lieu de mettre en place les conditions pour faire un champion européen du rail, a cassé le projet de faire un champion européen du rail. Et l'Union européenne ne vit que par la norme, la réglementation à outrance, et ne répond pas aux problèmes. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les démocraties qui dirigent, ce ne sont pas les citoyens, puisque la démocratie, c'est quoi? C'est nous derrière. C'est une administration. Et l'administration ne fonctionne que par sa propre logique. Et donc là, c'est la Commission, alors? La Commission. Et la Commission n'existe que en réglementant, en multipliant les normes. Voilà. Elle est prise au piège, elle est prise à son propre piège, si vous voulez. C'est même pas que les commissaires sont méchants, si vous voulez. C'est qu'eux, ils appliquent une espèce de délire technocratique qui n'a aucun lien avec les démocraties. Pour une raison simple, M. Juncker, il ne viendra jamais rendre de compte aux Français, aux Estoniens, aux Lettons, à qui vous voulez. Alors, on va arrêter sur ce sujet-là, mais alors, j'ai oublié, alors juste une info, je n'ai pas pris de stylo, donc j'ai pas pu noter qui avait posé la question. Mais vous disiez tout à l'heure que vous ne disiez pas de mensonges, mais quelqu'un dans le chat a remarqué que vous aviez beaucoup relayé les rumeurs et sur le pacte de Marrakech. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire, puisque le pacte de Marrakech... non, on n'a relayé aucune rumeur. Bon, alors, il peut citer, s'il veut être plus précis, s'il veut me dire quel mensonge. La question soit reposée, parce que je n'ai pas... S'il veut citer quelle rumeur particulière il pense, parce que, alors déjà, sans nous, je suis désolé, on n'aura pas parlé du pacte de Marrakech. Dans tous les pays européens, il y a eu un débat public, et surtout un débat au Parlement, dans leur Parlement, sur le pacte de Marrakech, qui est un traité international travaillé au sein de l'ONU, et qui après a été ratifié par les gouvernements nationaux. Ça a même provoqué la chute du gouvernement belge. Absolument. Où il y avait nos alliés de cette coalition, le NVA. Non, le VLAM, c'est l'allié du Rassemblement. NVA, d'accord. Le NVA, le parti de gouvernement flamand, qui n'est pas du tout un parti contestable, bref, l'a quitté parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Un pays comme le Japon, l'Australie, Israël, on ne parle pas de dictature, on parle de démocratie, où ils ont débattu d'un projet avec lequel ils n'étaient pas d'accord. En France, si on n'en avait pas parlé, je veux dire, il serait passé comme malheureusement les journalistes spontanément n'en ont pas parlé ou peu parlé. Ce traité aussi, on en a parlé parce qu'il était très peu consultable. Il fallait aller chercher au bout de l'ONU. Qu'est-ce que vous dénonciez dans ce traité en fait? Mais on dénonce le fait que la politique migratoire doit dépendre des nations. Et il ne doit pas y avoir de cadre supranational qui oblige les nations à mener une politique qui n'est pas la leur. Parce que peut-être que... Mais ce traité le permettait, parce que oui. Moi, j'ai lu que c'était pas de cadre contraignant. Mais ça ne veut rien dire, parce qu'en fait, un traité non contraignant, ça ne veut rien dire, puisque tout traité est contraignant, en tout cas, dans l'ordre, ce qu'on appelle l'ordre des normes en France. C'est un peu compliqué, qu'est-ce que ça veut dire? En France, alors, ça veut pacta sunt servanda, ça veut dire que les traités doivent être... les États doivent obéir aux traités.
Et dans le droit français, nous on le regrette, les pactes internationaux et les normes internationales sont supérieures aux lois nationales. C'est le principe en France. Mais inférieur à la Constitution. Oui, mais alors, les lois, on ne peut pas gouverner qu'avec la Constitution. Si les traités internationaux sont supérieurs aux lois, la législation ordinaire, ce sont les lois, hein, ce n'est pas la Constitution. Donc, premièrement, nous, on est contre ce principe-là. Deuxièmement, après, il y a l'application, comment vous dire, il y a l'application par la justice. C'est-à-dire qu'il y a aussi, sous l'influence anglo-saxonne, depuis la chute du mur de Berlin, la tendance dans les démocraties occidentales, c'est l'influence anglo-saxonne, c'est que les juges prennent de plus en plus d'importance sur la loi. Qu'est-ce que je veux dire? Dans la tradition française, qui est celle de Montesquieu, Montesquieu disait « les juges sont la bouche de la loi ». C'est-à-dire que les juges en France, dans le droit romain, appliquaient la loi. Dans la tradition anglo-saxonne, il y a moins de lois et il y a plus de jurisprudence. Oui, mais par contre, on s'éloigne un peu. Mais non, parce que donc en fait, les juges vont s'inspirer. Qui pouvait, qui provoquait votre position. Alors le problème principal dans le pacte de Marrakech, c'est qu'ils assimilent, en fait, ils mettent désormais sur un plan d'égalité le fait d'être un réfugié politique et le fait d'être un migrant économique. Ils assimilent le migrant économique au statut de réfugié. Ils considèrent que les personnes sont dans des situations semblables. Or, pour nous, ce sont des situations complètement dissemblables. Le statut de réfugié a été fait pour protéger des gens qui sont persécutés pour des raisons politiques, ethniques, religieuses, d'orientation sexuelle. Le droit français le traite déjà. Oui, ça c'est normal. Mais justement, ils veulent assimiler à ce statut de réfugié qui est légitime le statut de migrant économique. Mais l'ONU n'a pas la force juridique de changer nos lois comme ça. Enfin, c'est pas... c'est tout le sujet. Le sujet, c'est qu'à partir du moment où vous avez un traité qui l'assimile, nous, on considère que les juges pourront les utiliser comme norme, et notamment les juges, et après on arrive au sujet européen, pourront l'utiliser comme norme pour interpréter le droit français. Et par ailleurs, la Commission européenne, et là il y a eu un vote récemment au Parlement européen sur ce sujet, veulent aussi intégrer le pacte de Marrakech comme l'un des traités qui fait référence dans sa façon de gérer l'immigration en Europe. Et une fois de plus, les juges européens, qui sont depuis les années 90, y compris pour la France, supérieurs aux juges français... Là, vous parlez de la Cour européenne des droits de l'homme? La Cour européenne des droits de l'homme d'une part, qui dépend du Conseil de l'Europe, et la Cour de justice, et la Cour de justice de l'Union européenne également, qui va pouvoir s'inspirer, considérer que ce traité fait partie des normes à laquelle elle peut se référer pour prendre des jugements. Et nous sommes contre ça. Voilà. D'ailleurs, nous ne pensons pas que la Cour de justice de l'Union européenne doit se mêler de l'immigration en France. D'accord. Bon, personnellement, j'ai toujours pas compris en fait en quoi le traité allait devoir s'appliquer au. C'est que ça va devenir une des références légales des juges qui pourront prendre des décisions sur le sort des migrants français, et notamment les réfugiés. C'est-à-dire que les juges pourront considérer que le traité de Marrakech assimile certains cas de migrants économiques à des cas de réfugiés politiques. Mais on a un exemple comme ça, où c'est arrivé, où un traité comme ça onusien pouvait se substituer à la loi nationale? Par exemple, j'ai le traité de Genève, qui justement définit le statut de réfugié politique, est devenu une référence du droit français, alors que c'est un traité onusien. Oui, mais il a été remis dans le droit français après. Enfin, je veux dire. Non, il n'a jamais été. Il a été ratifié comme le traité de Marrakech sera ratifié, et il est devenu une référence pour la juridiction française et pour les juridictions européennes. Bon, on verra, mais si on se trompe dans l'avenir, on sera ravis de dire qu'on s'est trompé. J'espère qu'on se trompe, mais je pense qu'on ne se trompera pas. Et je suis désolé, mais d'expérience, à chaque fois les souverainistes, on est accusé de faire des méchants complots et tout. Et il se trouve quand même que si vous prenez une fois de plus le discours de Philippe Séguin et ce qu'il a dit, voilà ce qui se passera avec les traités sur l'Union européenne. Et si vous comparez aux promesses de plein emploi, de paix perpétuelle, de l'UDF, du RPR de l'époque, je pense que c'est Philippe Séguin qui avait raison. Ah, je relirai Philippe Séguin. Mais bon, comme dans le traité de Marrakech, sur l'opposition, il y avait quand même le fait que ça allait vendre la France à l'ONU. Alors ça, c'est le pacte d'Aix-la-Chapelle. Ça, c'est le traité. Non, Aix-la-Chapelle, c'était. Mais ça tombe bien que vous en parliez. Mais Aix-la-Chapelle, c'était on va rendre l'Alsace et la Moselle à l'Allemagne. Oui. Alors c'était quoi vous disiez avant? J'ai pas entendu. Le pacte de Marrakech, qui était vendre la France à l'ONU. Où on avait lu que. Bon, mais je sais pas si Debout la France l'a relayé. Ah oui, non, ça, on n'a pas dit qu'on allait vendre. Ça, on n'a pas dit qu'on allait vendre la France à l'ONU. Tom Gaillard disait que vous aviez aussi relayé pas mal d'intox sur le traité d'Aix. Mais aucune intox, hein. Aucune? Non, parce que par exemple, en fait, c'est marrant parce que dans le pacte de Marrakech, notamment sur la question du siège pour l'Allemagne, parce que c'était ça, on nous a dit, le siège au Conseil de sécurité pour l'Allemagne. C'est une demande allemande à laquelle la France a toujours dit non, en fait.
Alors, il y a deux choses. Le fait qu'ils aient un siège, on le soutient depuis Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Aussi, un siège pour l'Inde, pour le japon, pour un pays africain, pour le Brésil, je crois. Ça, c'est une demande de la diplomatie française depuis longtemps qui n'arrivera jamais. Enfin, Oui, ça va être je pense que compliqué. ça n'arrivera jamais puisqu'il faut l'accord des 5 membres permanents. Donc, bon, je pense que c'est un peu compliqué. Dans le pacte de Marrakech, il y avait... Nous, on a dit que la France partagerait son siège avec l'Allemagne. Et on nous a accusés d'intox. Je veux m'expliquer là-dessus parce que c'est très intéressant. Et sans vouloir être technique, je suis désolé, mais c'est vrai que ce sont des questions de fond. En fait, ce qui est intéressant dans le fait qu'on dise que c'est une intox, c'est qu'on n'accepte pas le fond de la pensée souverainiste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans son discours encore, Philippe Séguin dit « La souveraineté doit être entière, elle ne se partage pas. On n'est pas souverain à moitié. » À partir du moment où dans le pacte d'Aix-la-Chapelle, le traité d'Aix-la-Chapelle, la France s'engage à consulter systématiquement son partenaire allemand pour prendre position en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et qu'au-delà du cas allemand, elle fait attention à ce que sa position défende les intérêts de l'Union européenne comme construction politique, elle n'est plus souveraine puisque sa décision n'est plus celle de la France. Ouais, de toute façon, elle est partagée. Les 5 États qui ont le droit de veto ne prennent pas la décision que dans leur intérêt propre. Ah bah si, c'est la stabilité aussi, ou en tout cas, la Russie pose régulièrement des vetos dans l'intérêt plutôt de la Syrie, enfin en tout cas de Bachar el-Assad. De ses alliés. De ses alliés, bien sûr. Absolument, de ses alliés. Mais la France aussi a des alliés. Ah, elle a des alliés, mais on peut ne pas être d'accord avec nos alliés. Ça arrive souvent, oui. Et d'ailleurs, la Russie, dans le cas syrien, n'a pas toujours été d'accord avec ce qu'a fait aussi le gouvernement de Bachar el-Assad. Ce sont des relations compliquées. Vous prenez la Chine et la Corée du Nord, ils sont alliés, la Chine protège régulièrement la Corée du Nord, mais ils s'engueulent aussi de temps en temps. Ce que je veux dire par là, c'est que la Chine n'a pas un traité avec la Corée du Nord où M. Poutine... S'il y en avait, on ne le saurait pas, de toute façon. La diplomatie secrète, ça fait un bout de temps que c'est terminé quand même. Ou la Russie avec la Syrie de Bachar el-Assad n'a pas un traité où M. Poutine s'engage à consulter M. Assad avant de voter au Conseil de sécurité. Nous n'avons aucune difficulté à dire que la France est alliée, évidemment, et partenaire avec ses amis européens, et que dans la plupart des cas, il est bienvenu d'avoir une position commune. Bien sûr qu'on préfère être d'accord avec nos alliés, mais on ne veut pas que ce soit un prérequis, et un prérequis par traité, parce qu'un traité, ça nous oblige. Un traité, c'est un engagement de la France de systématiquement consulter l'Allemagne. Et pour nous, c'est une limitation de souveraineté. Et le problème, par exemple, comme le journal Le Monde, qui nous accuse de mentir là-dessus, c'est que le journal Le Monde n'a pas la conception de la souveraineté que nous avons. Voilà. Dans leurs éditos, eux, ils considèrent qu'on peut partager la souveraineté, voire qu'il existe une souveraineté européenne. Ils ont le droit de le penser. Nous, on respecte que le journal Le Monde ou tout un tas de penseurs, de citoyens, considèrent que la souveraineté peut être partagée. Mais nous, on considère qu'elle ne peut pas l'être. Et c'est une opinion politique. Ce n'est pas une fake news. Et on en revient ce problème de fake news. C'est qu'il y a des faits et il y a leur interprétation. Et l'interprétation d'un fait, c'est la politique, c'est une opinion. C'est l'opinion, oui, et le fait de considérer qu'une opinion, c'est-à-dire que la souveraineté ne se partage pas, est faux, je suis désolé, c'est grave. C'est une atteinte à la démocratie et à la liberté d'opinion, surtout que généralement, on n'a pas le droit de venir s'exprimer. Je vous remercie d'ailleurs qu'on puisse le faire librement, parce que c'est pas souvent qu'on peut. On peut pas dire que Nicolas Dupont-Aignan soit trop absent quand même. Vous savez, je vois pas mal quand même dans les médias. J'ai pas dit qu'il était absent, j'ai dit qu'on n'avait pas forcément la liberté de dire ce qu'on voulait. C'est arrivé récemment sur une chaîne du service public. Ouais, je ne vois pas bien là-dessus. Il y avait une question d'Usul, parce que vous faites beaucoup référence à Philippe Séguin. Oui. Donc qui pour le coup peut pas se dire défendre. Si c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et qui pose quand même une question, mais est-ce que Philippe Séguin il aurait fait alliance avec le Front National? Ça, on n'a jamais dit. Parce que Philippe Séguin fait partie justement Absolument. des Chiraciens et du cordon sanitaire, notamment en 98. Oui, il y avait Charles Pasqua avec lui qui avait des opinions. Pour le coup, ouais, oui. un peu moins, mais Séguin a plutôt tenu bon, je crois. Tenu bon, alors c'est pas le même contexte. Nous, par exemple. Mais justement, la question, c'est est-ce que Philippe Séguin a fait comme Nicolas Dupont-Aignan, un deuxième tour, alliance avec un Le Pen, quoi. Alors, on n'a jamais prétendu, par exemple, dans l'accord, dans le contrat de gouvernement, la modification du programme de Marine Le Pen qu'on a obtenu au deuxième tour, on n'a pas fait référence, par exemple, à Philippe Séguin, ni même à Charles Pasqua, on ne se serait pas permis. Voilà. Là, je fais référence à Philippe Séguin sur une doctrine établie de l'Europe des nations, qui sont, je pense, vérifiables, mais après, ça n'engage que moi. Libre à chacun de contester ou d'être d'accord avec mes propos. Je ne sais pas ce qu'aurait fait Philippe Séguin. Par contre, nous, on a toujours dit, et on l'a encore dit même au moment de l'accord, je crois que Nicolas Dupont-Aignan l'a dit sur le plateau de France 2, mais à vérifier, en tout cas, il l'a dit plusieurs fois, on n'aurait jamais fait alliance avec Jean-Marie Le Pen. Jamais. C'est quoi la différence entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen?
C'est que Jean-Marie Le Pen avait des références historiques, des opinions qui l'apparentaient à l'extrême droite. Antisémitisme, contestation de la gravité des chambres à gaz, des dérapages permanents. Voilà. Marine Le Pen, on peut d'accord ou pas avec elle, elle n'a jamais fait de dérapage raciste, de dérapage antisémite. Ce n'est pas la même famille politique. Et on ne peut pas reprocher à une fille d'être la fille de son père. En tout cas, ce n'est pas notre conception des choses. Et deuxième chose, il y avait un contexte historique. Et pour nous, je pense que malheureusement les faits nous ont donné raison, Emmanuel Macron était une personne dangereuse pour la France et dangereuse pour la République. Et je pense que la crise politique et sociale gravissime que nous avons en France, avec un niveau de violence, aussi bien pour les forces de l'ordre que pour les manifestants depuis maintenant 20 semaines, est gravissime et ne correspond absolument pas à ce qu'on doit attendre d'une démocratie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, de bonne foi, ont cru défendre la démocratie en votant pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils voteraient pour lui avec ces arguments-là. Après 2 ans de pouvoir, c'est ça que vous voulez dire? Ah oui, vu ce qui se passe, oui. Moi, Emmanuel Macron a une conception de la démocratie qui, en tout cas, n'est pas la nôtre. La monopolisation du pouvoir, une absence de respect pour les institutions. Quand le Sénat qui est dirigé par la droite, l'opposition, fait des auditions, Monsieur Macron appelle le président du Sénat pour lui dire que ce serait quand même bien qu'il n'y ait pas ces auditions. 6 mois après, quand cette commission rend son rapport, M. Macron n'est pas content et évoque la possibilité de dissoudre le Sénat. J'ai lu aussi, oui. Voilà, on est dans une situation complètement délirante. Mais après, je sais que ça n'a pas toujours un rapport, mais vous êtes quand même dans un parti où le chef de ce parti, c'est le même depuis 15-20 ans. C'est le fondateur, oui, il est réélu dirigeant du parti. Il n'y a pas de raison de le changer. Il n'y a pas d'irrespect des statuts de Debout la France. Il n'a pas viré des candidats. D'ailleurs, je n'ai pas souvenir de quelqu'un qui a contesté Nicolas Dupont-Aignan au sein de Debout la France. Mais c'est un parti démocratique, Debout la France? Complètement. Nous avons des fédérations actives dans tous les départements de France, qui viennent au Congrès, qui votent. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de scandale là-dessus. Nous, on n'a jamais été mis en cause, comme d'autres partis, sur des trucages au Congrès. Alors, franchement, je pense que personne n'a jamais entendu parler de ça pour Debout la France. C'est complètement étranger à nos pratiques. Nous, franchement, vous savez, nous, on est un parti vraiment pour la démocratie directe, par exemple. Nous, notre référence, c'est la démocratie suisse. C'est-à-dire des contre-pouvoirs très forts et une capacité des citoyens à s'autosaisir par référendum des sujets qui les concernent. Le RIC, en fait. Le RIC, nous, on l'a toujours soutenu. C'était dans le programme de création de Debout la France en 2007. On l'a présenté à chaque élection présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan dépose régulièrement des propositions de loi constitutionnelles pour ce RIC, aussi bien pour proposer des propositions de loi que pour annuler des lois avec lesquelles les Français ne seraient pas d'accord et destituer des élus qui seraient corrompus ou qui ne correspondraient pas à ce que les Français veulent. Ça vous fait un point commun avec la France insoumise, en fait? Ou l'inverse, oui. D'accord. Il y avait une question je regarde juste s'il n'y a pas, on connaît pas encore des questions à ce niveau-là. Charles Maurice demande si vous voulez faire de la démocratie directe, en fait. Absolument. Mais c'est quoi votre république idéale, alors, finalement? Notre république idéale, c'est le prolongement. En fait, nous pensons vraiment que Charles de Gaulle avait une vision de ce que deviendraient les démocraties occidentales. Il n'était pas très démocratie directe, Charles de Gaulle. Le premier depuis Napoléon, à avoir utilisé le référendum. Le plébiscite, vous allez faire vous avez failli le dire, mais... Oui, le référendum plébiscite, c'est... Napoléon III, on est d'accord? Oui, Napoléon III. Le référendum, c'est-à-dire que pour des décisions qui engagent l'avenir du pays, seuls les Français doivent et peuvent décider. Traités internationaux, modification de la Constitution, réforme des institutions, comme les régions, sur lesquelles d'ailleurs Charles de Gaulle est parti, et que ce que le peuple veut, le gouvernement doit le faire. Et inversement, quand le peuple vote non... Ce qu'il a fait, et il est parti. Il est parti. Et quand il vote non, il n'y a que le peuple qui peut faire ou défaire ce qu'il a fait. Et quand le peuple vote non à la Constitution européenne en 2005, et que 2 ans plus tôt on fait le contraire, pour nous ce traité, il ne vaut rien. Voilà, c'est une négation du vote populaire. Et c'est la création de Debout la République. Debout la République, Nicolas Dupont-Aignan a quitté l'UMP à l'époque, parce que l'UMP avait trahi le vote des Français. Et que c'était inacceptable. À cause du traité de Lisbonne? Le traité de Lisbonne, d'ailleurs ils l'ont dit, même le créateur de la Constitution européenne, Valéry Giscard d'Estaing, avait dit le traité de Lisbonne, c'est la Constitution en plus petit. Voilà, C'était vraiment plus petit, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient dans le TCE, le traité de Constitution européenne,
qui ne se retrouvaient pas dans le traité de Lisbonne. Alors, plein moi, de je choses. suis d'accord qu'il voilà. y avait une sorte de reprise avec le traité de Lisbonne, mais c'était pas du tout à 100%. C'est pas 100%. De toute façon, Ils ont enlevé, ils avaient enlevé un cadre européen pour que ça fonctionne, puisque tous les traités précédents arrivaient en fait à échéance. Oui, alors, ils arrivent à échéance jusqu'au moment où ils ont dû trouver du temps pour le temps de l'appliquer, parce qu'après c'est la République tchèque qui est bloquée. Puis finalement, ils n'étaient pas arrivés à échéance. Mais là, vous arrivez au cœur du problème, c'est qu'en fait, pour ceux qui défendent la construction européenne qu'on combat, celle de l'Union européenne, il n'y a, comme disait Thatcher, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. C'est ça ou rien. Ben, nous, on n'est pas d'accord avec ça. C'est pas vrai qu'il n'y a rien. C'est pas vrai qu'on ne peut pas faire autre chose. Il n'y a pas que l'Union européenne, ultralibérale, défendant la finance, sans frontières, l'austérité, avec la technocratie à sa tête. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une forme d'Union européenne, définie par un traité, et on peut faire autre chose. C'est pas vrai qu'il n'y a que ça. J'en veux pour exemple, vous savez, quand Donald Trump, et on n'est pas systématiquement d'accord avec Donald Trump, a voulu réformer l'ALENA, le marché nord-américain, on lui a dit c'est pas possible, le Mexique a dit on le fera jamais, le Canada a dit on le fera jamais, et puis un an plus tard, il a été changé. Il n'y a pas de... la politique, c'est créer des alternatives. C'est pas imposer, et surtout la démocratie. C'est pas imposer systématiquement l'ordre des puissants, l'ordre des choses au peuple. Voilà. C'est le peuple qui décide, c'est pas les puissants. Alors, il y avait une question, on va revenir aux élections européennes. En fait, pourquoi, finalement, après avoir appelé à voter pour Marine Le Pen, vous n'avez pas continué cette logique d'alliance? Et pourquoi vous n'avez pas fait une liste commune? C'était une question de... Mais j'ai pas noté, par contre. Désolé, je ne sais plus qui a posé la question. C'est très simple, en fait. Quand on a fait un accord de gouvernement pour le second tour de la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan a dit... Est-ce que vous pensiez gagner, en fait? Quand on fait une élection, on pense toujours gagner, et puis surtout, en l'occurrence, on pensait le battre, lui. Parce que, si vous voulez, la priorité, c'était quand même de battre Macron. Voilà. Nicolas Dupont-Aignan a dit « Je reste indépendant ». Et d'ailleurs, dès les élections législatives, un mois après, Debout la France s'est présenté sous ses propres couleurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le système politique français, il est fait de telle sorte qu'il y a deux tours. Il y a un premier tour, souvent on dit, au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. C'est souvent ce qu'on dit. Bon. Là, il y avait pour nous l'ennemi absolu. L'ennemi Emmanuel Macron, nous étions d'accord avec rien. Et comme je vous l'ai expliqué, on pensait même qu'il était dangereux. Donc on a soutenu Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, on a négocié un accord de gouvernement. Cet accord n'a pas rencontré la confiance de 50% des Français. L'élection est terminée, donc on reprend notre indépendance avec nos valeurs, notre programme. C'est un accord biodégradable en fait. Pas biodégradable, il correspond à une situation. Après, nous n'avons pas dit que le Rassemblement national n'est pas devenu le diable ou un ennemi. Nous avons notre programme, nos valeurs, notre façon de voir les choses. Et pour la question européenne, moi je suis désolé, je n'ai toujours pas le programme du Rassemblement national, objectivement. Ils ont présenté des candidats, le programme, nous sommes à 2 mois des élections, il n'y a pas de programme. Donc il ne pourrait pas y avoir d'alliance au niveau européen entre le groupe que vous avez constitué avec le PICH par exemple et le groupe du Rassemblement national qui devrait constituer avec la Ligue italienne ou ce genre de parti? À l'heure d'aujourd'hui, non. À l'heure d'aujourd'hui, non, parce que moi je ne sais pas ce qu'ils proposent. Nous, à Debout la France, on fait toujours les choses dans un ordre. Le 23 septembre dernier, à notre congrès, on a présenté le programme, un manifeste, 40 propositions, une philosophie générale, et 40 propositions concrètes. Après, on a présenté les candidats aujourd'hui. Beaucoup d'autres partis font l'inverse. Ils présentent des candidats et ils présentent un programme. Nous, on ne comprend pas. C'est-à-dire, il y a un programme et il y a des gens pour le porter. D'ailleurs, ce que fait, pour le coup, vous parlez de la France Insoumise, c'est aussi ce que fait, par exemple, la France Insoumise. Ils font un programme et après, ils mettent des candidats qui les défendent. On ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas faire l'inverse. Les candidats, ils représentent un programme. Je ne comprends pas l'autre logique. Donc, nous, on a présenté notre programme. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'on a refusé de s'allier avec Marine Le Pen, mais c'est factuellement assez faux. C'est-à-dire, nous, on a tiré les leçons de la défaite de 2017. Et notamment le problème du programme. Le programme n'a pas convaincu. Et donc, on a dit, il faut d'abord faire un programme de rassemblement de toutes les forces alternatives à Emmanuel Macron, patriotes, les forces patriotes. Une fois qu'on a ce programme, il faut trouver les bons candidats. Et il faut élargir ça au plus de forces possibles compatibles. Alors pourquoi d'ailleurs, justement, pourquoi Nicolas Dupont-Aignan, qui n'a jamais été tête de liste européenne, là, cette année, il s'est dit, j'y vais, quoi. Il va donc lâcher, puisque c'est la loi, et d'ailleurs, j'en profite pour répondre avec Cladus. Avant, il aurait pu choisir et redevenir député et laisser la place au suivant. Mais là, maintenant, il n'a pas le choix. S'il se retrouve élu au Parlement européen, il va devoir y rester.
Qu'est-ce qui le conduit finalement à s'investir donc, hors du champ strictement français et aller à Bruxelles ou à Strasbourg? C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé aujourd'hui du groupe européen, c'est que maintenant, on a fondé une alliance qui est capable de peser en Europe, ce qui n'était pas le cas avant. Donc avant, si Nicolas Dupont-Aignan avait été élu député européen, il serait allé, comme l'a fait par exemple Philippe de Villiers, qui est aussi une de nos références, il serait allé au Parlement européen, s'est retrouvé tout seul ou avec un groupe très faible, et il aurait témoigné. Voilà. Et donc il s'estimait plus utile à l'Assemblée nationale qu'au Parlement européen. Là, c'est l'inverse. On a réussi à faire cette coalition, et donc on pense pouvoir peser, et là, c'est l'inverse. Il pense que ce qu'il représente, les combats qu'il a portés, là, cette fois, il est plus efficace au niveau européen. Et en plus, il y a cette liste nationale qui change beaucoup les choses, puisqu'il y a un débat national. Et c'est le seul débat national qu'on va avoir avant les prochaines présidentielles. Donc un peu, cette européenne, c'est un peu les élections de mi-mandat de la France. D'accord, c'est genre, ouais, d'accord. Enfin, dire que les régionales en 2021, Oui. Il n'y aura pas de débat national? Il n'y en a pas, c'est par région. Oui, d'accord. Enfin, je me souviens des régionales puis, où il y a eu un débat quand même très national. Même les municipales, d'ailleurs, oui, ça alors, fait... Enfin, alors c'est vrai que nous aussi, c'est beaucoup, aussi peut-être une de nos différences, c'est que nous, on fait les élections, on respecte les électeurs. C'est-à-dire quand il y a une élection européenne, on a un programme européen. Quand on fait les régionales, j'étais tête de liste régionale dans les Hauts-de-France, j'avais un programme régional sur le canal Seine-Nord, sur le TGV entre Amiens et Roissy. Voilà. Bon, moi, c'est vrai que j'avais un programme. On parle des élections. Non, je ne parle pas du programme, je parle du débat. De toute façon, les télés sont très parisiennes, donc très nationales. Tout à fait, vous avez raison, mais je ne pense pas que ça fonctionne. Voilà. Moi, je pense que ce n'est pas ce qu'attendent les électeurs. Les électeurs, ils veulent un débat qui correspond au sujet. Or, les élections européennes, comme en fait l'Europe définit 80% de nos lois, notre commerce, l'immigration, tout ce que vous voulez, en fait, c'est un débat national. Pour le coup, ça va ensemble. Ok. Alors, je vais revenir sur d'autres choses. Là. En fait, Usul avait posé une question sur Camus, enfin, le théoricien du grand remplacement, savoir comment vous positionnez par rapport à cette théorie. Et justement, comme vous venez de citer De Villiers, qui quand même est plutôt proche de cette théorie, qui en plus a sorti un livre là récemment où il relaie pas mal d'intox, notamment sur la constitution de l'Europe. Je voulais savoir comment vous vous placiez là-dessus, Camus et De Villiers, qui apparemment est une référence. Ça, j'ignorais d'ailleurs que De Villiers était une référence, mais... Alors, il y a deux choses différentes. Deux choses différentes, oui, tout à fait. On va commencer par Camus. Par Camus, mais moi, Camus, je veux dire, moi, c'est marrant, on me présente comme une référence, mais je crois que, pour le coup, c'est quelqu'un qui a vraiment été monté en épingle. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français, ni moi le premier. Et qui est M. Camus? Moi, j'ai jamais rien lu de M. Camus. Alors, il paraît. Ah non, mais on peut pas nier qu'il a influencé une bonne partie de l'extrême droite française. Oui, mais nous, on n'est pas d'extrême droite, donc on ne sont pas concernés. Ah, vous avez des non, points communs, enfin des points, non, historiquement, le gaullisme, nous, on a un parti gaulliste. Historiquement, au contraire, je ne puisse pas dire qu'on avait de bonnes relations avec l'extrême droite. Je pense même qu'on les a frontalement combattus. Le grand remplacement, comme théorie, ça ne nous intéresse pas. Nous, on constate des flux migratoires qui ne sont pas contrôlés et qui sont trop importants pour la capacité d'intégration de la France. Nous considérons que ça fait 20 ans que la France accueille trop d'immigrés par rapport à ce qu'elle peut intégrer. Parce que nous sommes assimilationnistes. Nous pensons que l'immigration, ça se passe bien pour les Français et pour ceux qui viennent en France, si le pays a la capacité de les assimiler, de les accueillir correctement. Nous constatons, parce que Dupont-Aignan, c'est un maire de banlieue. Il est maire de Hyères en Essonne, 30 000 habitants. Il n'est plus, pardon, il l'a été pendant 20 ans. Il est toujours député. Non-cumul lui a absolument empêché. Mais il est toujours député de la 8e de l'Essonne, donc qui inclut Hyères. Il y a 150 nationalités sur cette circonscription. Ce sont des sujets qu'il a à traiter tous les jours depuis le début de son mandat. Voilà, le modèle républicain est cassé. Donc, et c'est pour ça que nous parle de submersion migratoire. C'est-à-dire que la France n'arrive plus à gérer l'arrivée de ces immigrés. On a un chômage structurel à 12%. On est incapable d'accueillir ces personnes. Le logement ne va pas. La situation budgétaire est catastrophique. Ça ne marche plus. Et je ne parle même pas du communautarisme qui s'est développé, qui est complètement contraire aux idéaux et aux valeurs de la France. Donc, le grand remplacement comme théorie, c'est-à-dire qu'il y aurait un complot pour faire venir des immigrés, ce n'est pas du tout quelque chose auquel on adhère. On constate juste que, comme vous parliez tout à l'heure de l'espace Schengen, la France, depuis 1995, ne contrôle plus directement ses frontières qui sont déléguées aux pays extérieurs de l'Union, qui, comme la Grèce, comme la Roumanie, la Bulgarie, n'ont pas les capacités de le faire. Et on refuse en plus de leur donner des moyens. Et en plus, on refuse, tout à fait, il faut être cohérent, hein, ça c'est tout à fait vrai. Premièrement, et qu'après aussi, pour d'autres raisons, l'espace Schengen, notamment la Cour de justice,
nous ne contrôlons plus non plus notre politique migratoire, de savoir qui peut rentrer, qui peut sortir. C'est pas ce que les gens qui demandent un visa diraient, mais... Ah, c'est pas le problème des visas, là, c'est de l'expulsion. C'est-à-dire vraiment sur l'expulsion, on a un encadrement très strict de l'Union européenne. Ça ne marche plus. Voilà. Donc premier sujet. Et d'ailleurs, on a gagné notre procès, parce que vous saviez que Nicolas Dupont-Aignan, pendant la présidentielle, avait fait un tweet qui parlait justement, à partir des chiffres de l'INSEE, de submersion migratoire. Le gouvernement nous a attaqués en justice, en considérant justement qu'on s'assimilait à M. Camus, c'est ce qu'a dit le procureur. Et on a gagné en première instance et en appel. Donc même la justice... Sur le motif de diffamation? Comment? Non, c'est eux qui nous attaquaient. Eux, ils nous ont attaqués pour incitation à l'aide raciale. D'accord. Oui, non, mais c'est public, il n'y a pas de problème. Ah, mais j'ai aucun problème. Et on a gagné 2 fois, et on gagnera une 3e fois si on nous met en cassation. Après, sur Philippe de Villiers. Alors, il a répondu lui-même. Alors, Philippe de Villiers, vous avez raison, n'est pas de la famille gaulliste. Hein, lui, il fait partie d'une famille politique qui est différente. Mais on s'est retrouvé sur la défense des intérêts français en 92, 2005, au moment des référendums. Bon, par ailleurs, c'est quelqu'un qui a fait vraiment un travail sur les territoires, sur l'écologie, notamment en Vendée, où il a vraiment créé le parc du Puy du Fou, le Vendée Globe. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a porté des projets toute sa vie très intéressants. D'ailleurs, on le redécouvre une fois qu'il est retraité, hein, comme souvent en France. Et alors, son livre, j'ai pas eu le temps de le lire, hein, malheureusement, avec la campagne, moi, je prétends pas, c'est vrai que c'est un peu un torrent. Donc, je n'ai pas encore lu le livre, je l'ai écouté. Alors, j'ai pas lu le livre, donc je peux pas dire si c'est vrai ou faux, je l'ai pas lu, mais il a répondu dans plusieurs entretiens. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils disent tant d'intox que ça. Moi, ce qu'il dit, ce sont visiblement des archives, un travail d'archives sérieux. Connaissant Philippe de Villiers, j'ai tendance à lui accorder ma confiance. Parce qu'il reprend quand même une vieille intox, d'ailleurs, qui est relayée beaucoup par l'UPR, et que nos spectateurs connaissent bien, qu'un certain Hallstein est en fait un nazi de premier ordre. Et bon, il y a par ailleurs un très bon débunkage, enfin une très bonne désintox à ce sujet-là qui a été faite par Aude de What the Fake, j'en profite, qui a été voir le biographe de Hallstein. Cet homme n'était pas un nazi, comme beaucoup de personnes à l'époque en Allemagne. Il avait sa carte au NSDAP, mais bon, il n'avait pas trop le choix, quoi. Mais par contre, il n'a jamais été un conseiller d'Adolf Hitler, ou en tout cas un agent du régime. Donc en fait, pourquoi colporter ces choses-là c'est une vraie question, quoi. Alors, pour le coup, pas lu, moi, je suis honnête avec parce qu'après, je ne dis pas qu'il a été un très bon voilà. président du conseil départemental de la Vendée, mais... Attendez, moi, j'ai pas lu le livre. J'ai pas vu les archives qu'il cite. Moi, je vous parle d'interviews. Ok, moi, je vous invite à aller voir. Voilà. Donc, moi, j'ai pas dire vous avez raison ou pas, j'ai pas vu, donc je sais pas. Après, une fois de plus, comment dire, c'est la question du débat, c'est-à-dire, je pense qu'on peut débattre, même par exemple, de l'identité du parcours politique, savoir si c'est un nazi ou pas. Je veux dire, est-ce que les choses sont aussi... Une fois de plus, je ne l'ai pas lu, mais moi, je suis historien de formation. Est-ce qu'on peut dire non à 100%, oui à 100%? Voilà. Il a un parcours, visiblement, il y a quand même des faits où il a été juriste, mais c'est pas non plus été le jeune du coin. Par exemple, le pape, vous savez, le Benoît XVI, il avait été accusé, pareil. Ah bah oui, il a fait la jeunesse nazie, mais voilà, bon, quand vous êtes un gamin, 14 ans. Voilà, quand vous êtes un gamin, bon, je sais pas si vous avez le choix, là, c'était comme un adulte. Je ne sais pas, je connais pas le dossier, voilà. Après, dire tout de suite, il dit des infox et tout, voilà. Et par ailleurs, imaginons qu'il ait dit quelque chose qui n'est pas exact, c'est pas pour ça que tout le livre est faux. Voilà, moi, je peux vous prendre plein de livres, il y a une exagération, une erreur. C'est pas pour ça que tout le raisonnement est faux. Voilà. Ouais, mais bon, comme il a axé sa communication là-dessus sur son livre. Oui, enfin, il a aussi parlé de Schuman, pour le coup, ça c'est vrai. Le fait qu'il a été déclaré d'indignité nationale par Charles de Gaulle. Que Monet a reçu des fonds. Parce qu'on peut faire l'inverse. Monsieur Monet, par exemple, aujourd'hui, les archives sont ouvertes. Maintenant, il est prouvé, plus personne ne le conteste, que Monet avait des liens avec la CIA, y compris des liens financiers. Voilà. Ah oui, mais la CIA qui a fondé Force ouvrière aussi. Absolument. Mais il y a 20 ans, quand on le disait, on était des horribles complotistes. C'est pas pour ça que c'est vrai sur Einstein. Je vous dis juste qu'il faut faire attention avec toute cette prétention à vouloir réglementer la vérité, à dire fake news, débunkage et tout. Bien sûr que parfois il y a des choses fausses et renseignées, mais il y a aussi des débats historiques. Et il faut faire très attention à ne, sous couvert de défense d'une certaine vérité, à ne pas interdire le débat. Parce que moi, je pense que la vérité vient du débat et de la confrontation. Donc peut-être qu'au terme du débat historique, parce qu'on parle aussi de périodes qui sont récentes à l'échelle de l'histoire, hein. Ce sont des faits qui ont 60, 70 ans.
On ne parle pas de choses sur lesquelles il n'y a plus de passion. Voilà. Je pense que ça mérite un débat. Et le livre de M. Villiers, que je n'ai pas lu, en tout cas, au moins il ouvre un débat. Et quand monsieur, je vais le défendre, parce que quand M. Asselineau a dit à la présidentielle, notamment des choses sur Monet, il y a aussi quand même beaucoup de gens qui l'ont accusé de mentir. Et là, il disait la vérité. Et voilà, donc il faut faire quand même attention à certaines façons de faire qui noient le débat. Et moi, je le crois vraiment. Et c'est quand même pourquoi aussi à Debout la France, on défend beaucoup les libertés numériques. Les libertés numériques, la liberté d'Internet, la liberté d'expression. C'est qu'on pense que cet outil, qui maintenant est un outil ancien, a permis de diffuser l'information, de faire revivre le débat d'idées, le débat citoyen, d'une manière historique incroyable, d'une force encore plus forte que l'imprimerie à l'époque. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de régressions aussi sur les libertés Internet, avec les plateformes, les monopoles qui reprennent avec leur algorithme, qui de façon insidieuse, veulent reprendre la main sur la liberté d'expression, sur la capacité de débattre. Voilà. Donc c'est très important. Voilà. Alors on est un peu loin du sujet de base. En effet, mais c'est pas grave. Alors je vais revenir sur autre chose là. Vous avez dit que en tant que gaulliste, vous combattiez l'extrême droite. Mais en fait, je sais pas, est-ce que Marine Le Pen, elle est plus d'extrême droite alors? Enfin, je sais que je reviens là-dessus, mais comme c'était revenu dans le chat, alors, si Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite, qui est d'extrême droite en France? Enfin... Mais en France, l'extrême droite est heureusement, enfin, c'est ça que je comprends trop pas dans ce débat. Enfin, heureusement, aujourd'hui, l'extrême droite... Pourquoi tout le monde refuse cette étiquette? Parce que c'est une insulte. Elle est infamante, en fait. Mais bien sûr qu'elle est infamante. L'extrême droite, historiquement, ce sont des partis politiques qui, 1, ont refusé la démocratie, 2, ont refusé l'état de droit, 3, ont défendu des thèses racistes, 4, ont défendu des thèses antisémites. Ça reprend beaucoup de points du Rassemblement national et ancien Front National. Moi, je suis là pour défendre Debout la France. Oui, pardon, non, mais d'accord. Le Rassemblement national. Mais objectivement, le Rassemblement national, non, il défend la proportionnelle intégrale et les référendums. Bon. C'est pas, oui, mais l'extrême droite, historiquement, les pratiques des élus municipaux qui sont majoritaires. Prenons par exemple la ville. Alors, ok, bon, c'est pas Debout la France, mais les pratiques à Hénin-Beaumont sont peu démocratiques et sans respect de l'opposition, par exemple. Enfin, mais ça, je ne sais pas, mais moi, vous savez, je peux vous dire plein de Monsieur Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France que c'est pas quelqu'un qui a des méthodes très démocratiques. Hein. Bon, je veux dire, malheureusement, les mauvaises. Je connais pas le cas Hénin-Beaumont, mais il y a plein de gens qui ont. Si vous voulez, c'est pas une affaire de courant de pensée, là, c'est plutôt une question de pratique humaine. Mais je veux dire, il y a une extrême droite en France, hein, vous savez, ils sont sur les réseaux, ce sont des gens, il y a des gens antisémites en France, il y a des gens islamophobes, il y a des gens homophobes, il y a des gens qui détestent la démocratie, il y a des gens qui pensent que le divin, et puis écoutez, aujourd'hui, l'extrême droite, il y a aussi l'extrême droite islamiste, il y a une extrême droite, judaïque, une extrême catholique, une extrême droite laïque, une extrême droite païenne. Païenne. Elle peut peut-être être paillarde aussi, mais païenne. Voilà. Ce sont des groupes. Aujourd'hui, l'extrême droite, elle est groupusculaire. Comme il y a une extrême gauche violente, les antifas, machin, qui sont des gens violents, qui sont groupusculaires. Voilà. Le Rassemblement national, vous pouvez dire ces partis que vous voulez, de patriotes, national, populistes, tout ce que vous voulez. Ça ne correspond à aucune catégorie historique. Voilà. Après, il y a peut-être des gens d'extrême droite au Rassemblement national, mais ce n'est pas un courant politique d'extrême droite. Ce n'est pas vrai. Alors, Debout la France, encore moins. Nous, notre ADN politique, c'est le gaullisme. Et je défie n'importe qui de prendre notre programme et de dire cette mesure est d'extrême droite. Je veux dire, c'est complètement dingue. Aujourd'hui, qualifier les gens d'extrême droite ou d'extrême gauche pour les insoumis, c'est une arme politique. Voilà. C'est pour faire peur aux gens. C'est pour dire à une certaine catégorie, à des gens qui hésitent, qui ont peut-être moins de culture politique que d'autres, de dire voyez, ces gens sont dangereux, surtout ne votez pas pour eux. Voilà. Nous, on pourrait dire peut-être que M. Macron, c'est l'extrême centre. Voilà. Hein, c'est l'extrême centre, c'est quelqu'un qui pense que l'ordre doit prévoir sur tout, que les élites ont toujours raison sur le peuple, que l'emploi de force disproportionnée sur n'importe quelle situation prévaut, que s'il y a quelqu'un qui est blessé, c'est de sa faute, il n'a qu'à pas être là. Voilà, bon. Voilà, je veux dire, nous aussi, on peut avoir ces méthodes-là. Je ne suis pas sûr que le débat en sorte grandi. Hein, voilà. Et d'ailleurs, une fois de plus, c'est vraiment c'est une maladie française de traiter ses ennemis, de fâcher. Bah, je crois que c'est pas que français, en fait. Non, mais c'est quand même très français, parce que déjà, Charles de Gaulle, quand il est revenu au pouvoir, on l'a accusé de vouloir être un dictateur militaire. D'ailleurs, il a même fait... le coup d'état permanent de François Mitterrand. Mitterrand, Charles de Gaulle a dû faire une conférence de presse où il disait « Croyez-vous que c'est à mon âge que je vais entamer une carrière de dictateur ?» C'est ce qu'a fait Pétain, mais bon.
on peut en reparler si vous voulez, mais après Chirac, Facho Chirac, on l'appelait, Facho Chirac, Sarkozy fasciste. Voilà. Ah, mais ça, sur Donc, voilà. le côté galvaudé du terme fasciste. Ça ne veut plus rien dire. Bien, Écoutez, d'accord. désolé, le fascisme est suffisamment grave pour, je pense, ne pas l'utiliser à tort et à travers. Alors, juste, Cowboy Étoile avait parlé d'un vote sur une directive copyright. Est-ce que tu peux préciser de quoi tu parles Le vote de cette semaine là, du Parlement Non, européen. parce qu'il parle de députés de DLF. Donc, vous avez des députés européens là actuellement On en a 2. Ok, apparemment ils ont voté, mais j'aimerais bien que Cowboy Étoile, tu précises en fait de quoi tu parles, parce que juste qu'on se trompe pas et qu'on réponde pas n'importe quoi. Et en fait, du coup, j'ai perdu la question que je voulais poser. Il m'a dit qu'il faudrait arrêter de citer De Gaulle comme Napoléon. Non, mais là, ça me ce sont permet nos de références retrouver. historiques. En fait, est-ce que, enfin, vous êtes plusieurs à vous revendiquer de l'héritage gaulliste en Oui, France, bien sûr. notamment le LR, qui est finalement Absolument. le fil depuis l'UDR, machin, enfin le RPR, etc. Ils se sont mélangés avec des gens qui étaient... Comment enfin, est-ce que vous êtes plus qu'eux? Est-ce que vous Non, mais considérez que vous êtes plusieurs dans la famille? Comment vous faites? Nous, on n'a jamais dit- Et pourquoi c'est indépassable de Gaulle en fait? Parce que c'était quand même Mais une autre période. Oui. Bon, ça commence à faire quelques temps. Enfin, pourquoi il serait indépassable? Enfin, puisque bon, plus grand monde se dit mitterrandien non plus. En tout cas, Bon, il n'a pas un héritage idéologique fameux. Enfin, je sais pas. Mais il y en a enfin, qui- il y en a pourquoi qui de s'en Gaulle en réclament, fait hein. plus qu'un autre? Mais parce que pour nous, Charles de Gaulle, c'est une des figures, comment dire, enfin pas fondatrice, puisqu'il n'a pas fondé l'histoire française, mais centrale de l'histoire française. Et sa pensée n'est pas du tout dépassée. Sur la façon de concevoir la démocratie, pour nous, c'est un précurseur de la démocratie directe. Mais Sur c'est marrant, les vous êtes grands projets contre la scientifiques. cinquième en fait, sur beaucoup de points. Non, le Mais vous dévoiement, êtes- parce que vous savez, la cinquième, elle a été modifiée, je crois, entre 30 et 40 fois. Hein. Mais elle était encore moins démocratique sous De Gaulle, parce qu'il n'y avait pas la décentralisation, tout ça. Enfin, Non, c'est la plein de gens étaient nommés par la préfecture encore à l'époque, et maintenant, finalement, elle a été modifiée, il y a plus d'élus locaux. Et donc, vous la préfériez en 50, je sais plus, 58, 58. que maintenant, 2019? Alors, on l'a préféré un peu plus tard, quand il y a eu la modification constitutionnelle sur l'élection du président au suffrage, Ok. au suffrage universel direct. Non, mais vous n'avez pas la décentralisation. Alors, par exemple, les maires, je ne suis pas sûr. Vous allez voir aujourd'hui un maire, il ne considère pas qu'il a beaucoup de pouvoir. Hein. Ça dépend des communes. Mais... Enfin, des maires ruraux, pardon. En décentralisant, les récentes décentralisations sont des recentralisations régionales. C'est-à-dire qu'on a pris le pouvoir des communes pour le mettre au sein des régions, ou bref. Bon. Donc, moi, je ne pense pas que ces réformes soient très démocratiques. Et d'ailleurs, les élus de terrain sont... Vous parlez de la loi NOTRe, en fait, là, qui oblige au Oui, regroupement des communes. absolument, regroupement autoritaire. Et si on ne se regroupe pas, on vous coupe le budget. Enfin, je veux dire, si c'est ça, c'est démocratique. Bon. Si les gens veulent s'allier, ben, ils votent pour se fusionner les communes, mais ils votent librement. Et c'est pas au préfet de dire tu te mets avec ça, sinon je te coupe ton budget. Ça, c'est la démocratie Hollande-Macron. Ce que je veux dire, la pensée de De Gaulle, c'était que c'était le peuple qui avait le pouvoir. Pour nous, ça n'a pas d'âge. C'est un principe fondamental. Et c'est aujourd'hui, vous voyez les Gilets jaunes, c'est toujours le même problème. Voilà. Pour nous, De Gaulle, sur les institutions, avait vu ce que la société deviendrait. Il y a une société où le niveau d'éducation est de plus en plus élevé, où les citoyens, en fait, les citoyens sont devenus de plus en plus égaux grâce à l'école, grâce à l'éducation supérieure, grâce à l'accès à l'information. Et donc, pour nous, ce processus, on devrait continuer ce qu'a fait De Gaulle. Mais en Aller mettant plus loin. l'ORTF corseté par Mais un ça, ministre de l'information. mais ça, pour le coup, là, c'est l'époque. C'est-à-dire, c'est pas si vous lisez ce qu'a fait De Gaulle, ses déclarations, il n'était pas arc-bouté sur l'ORTF. D'ailleurs, il a mis en place le ministère de la Culture, qui avait pour objectif, au contraire, aussi de diffuser la culture, la formation. C'est pas lui qui a créé l'ORTF, par exemple. C'est pas vrai. Voilà. Non, mais ça l'a bien servi quand même. Bah oui, ça lui a servi, mais il en a disposé. C'est pas dit, tiens, je crée l'ORTF. Effectivement, là, il y a Néméthosès qui fait référence à 68. Si l'information elle a été libre en France en 68, c'était bien grâce aux radios périphériques qui n'étaient pas des radios françaises, en fait. Et qui émettaient depuis le Luxembourg ou d'autres endroits comme ça. Bien sûr, mais est-ce que Charles de Gaulle a combattu ces radios mordicus? Est-ce que quand il y avait une crise... Vous prenez mai 68. La mai 68, c'était une crise encore plus grave que celle des Gilets jaunes, Front social. Il y a répondu au bout de quelques semaines. Au bout de quelques semaines, il y a répondu largement. Et après, il a gagné les élections. Voilà. Effectivement, et largement aussi. Il était à l'écoute du peuple. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est on retourne aux urnes? Oui, mais Non. est-ce que c'est Donc, les gens... la démocratie, c'est retourner aux urnes. C'est les gens qui étaient contre les mouvements qui ont voté pour lui après. C'était pas ceux qui avaient fait mai 68, en fait. Ben, il a proposé des solutions politiques. Donc je pense déjà, notamment quand même une forte augmentation des salaires. Ah non, mais c'est l'accord de Grenelle. Oui. L'accord de Grenelle. Je veux dire, donc il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben, il nous a écoutés, on vote pour lui. Ben, ça, on ne sait pas, on n'était pas à leur place. Mais en tout cas, il a gagné les élections
avec une très large majorité. Donc, ce n'était pas que les gens contre mai 68. C'est la chambre bleu horizon, quoi. Je suis désolé, il a fait les choses dans l'ordre, il a pris des mesures, il est venu aux urnes, et les gens auraient pu voter contre De Gaulle s'ils étaient majoritairement contre. Ils étaient pour. La démocratie, c'est ça. Voilà. Et là, vous me remettez dans les années 60. Je veux dire, il y a des choses qui... Non, mais c'est comme vous faites beaucoup référence à De Gaulle, je voulais un moment qu'on en parle. En fait. Vous avez raison, mais parce que De Gaulle, il a posé des jalons. Il a posé des jalons qu'on peut utiliser ou qu'on ne peut pas utiliser. Je veux dire, De Gaulle n'est pas parfait, nous encore moins. On ne dit pas qu'il faut mettre la France sous formol. On dit qu'il y a des principes. La souveraineté des peuples, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'indépendance nationale, le multipola... Je ne sais pas ce qu'il y a un nom, il n'y a peut-être pas substantif. En fait, le fait que le monde soit multipolaire. Voilà, le fait que le monde soit multipolariste, merci. Par exemple, il y avait le président chinois qui était en visite en France, c'est De Gaulle qui, le premier, a rompu l'isolement de la Chine communiste, parce que c'était le continent chinois qui représentait la Chine et pas Taïwan. Bon. Donc, il a posé des choses qui, je pense, sont toujours utiles. Voilà. C'est pas pour ça qu'il faut réappliquer ce qu'était la France dans les années 60. C'est pas du tout le projet. Le projet, c'est nous dire, il y a une identité française, il y a une histoire, on est héritier de principes, de valeurs, et qu'est-ce qui, dans ses racines, est permanent et peut nous aider à avancer, peut nous aider à faire nation, peut nous aider à porter un projet, et qu'est-ce qui est dépassé. Mais dire De Gaulle a tort parce qu'il est vieux, c'est pas non plus un projet. Voilà. C'est pas mon propos. Non, mais je sais, mais c'est ce qu'on nous dit parfois. Moi, je pense qu'il faut s'inspirer, il faut être humble. Il faut aussi être humble par rapport à des personnages qui ont reconstruit la France 2 fois. Il ne l'a pas fait seul, hein, d'ailleurs. Il y a aussi même les communistes avec lui. Hein. Mais absolument. Par exemple, j'aurais pu parler du programme du Conseil national de la Résistance, qui est aussi pour nous une référence. Je veux dire, on n'est pas dans des références aigries ou rétrécies. Nous, tout ce qui, dans l'histoire de France, nous a permis d'avancer, de faire de belles choses, pour nous, est une référence. Et c'est vrai que De Gaulle, elle est très importante là-dedans. Et d'ailleurs, on n'a jamais dit on est le parti gaulliste et les autres ne le sont pas. Tous ceux qui veulent se réclamer de Gaulle peuvent le faire. Nous, on prétend perpétuer un certain nombre de beaux principes et on en est fiers. Et on ne va pas mettre notre identité sous le tapis parce que, soi-disant, c'est pas branché. Ok, eh ben on va conclure là-dessus. Ah bah si merci, vous voulez c'est bien. passé vite. Il est Désolé, je suis 21h, un moulin à parole. Non, mais pas de problème, il est déjà 21h et 2 minutes, mais on n'est pas à la télé, donc on n'a pas besoin de couper à la bonne heure. Merci. Merci à vous. Pour votre disponibilité. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été aussi nombreux, aussi présents dans le chat pour vos questions de qualité. Je dois remercier Andem, je crois que j'ai peut-être déjà fait, Neverline, L'Auvergnat Relou pour leur réabonnement, Charles Maurice pour ton don et je boirai donc à ta santé, merci. Cyril et Ecladus pour le hosting, merci à vous, ça fait plaisir. Donc, eh bien, moi, je vais vous laisser pour la soirée. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Voilà, rendez-vous mardi prochain pour des QAG, normalement avec François, mais peut-être pas, je sais pas, on verra bien. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, même un bon week-end, puisqu'on ne se voit pas demain. Donc, salut, bye et au revoir, merci. Au revoir, merci.